Bonjour, merci de vous joindre à nous à ce net moment pour suivre votre émission sur la chaise. Sur la chaise aujourd'hui, nous parlons du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes à la phase de l'enrôlement des électeurs ici en province du Nord Kivu. Une province secouée par la guerre imposée par le M23. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons un cadre de l'AFDC, parti cher Abati Lukwebo, qui est aussi, n'est-ce pas, de la majorité de l'Union sacrée, s'il faut le dire. Ernest Sengoma, nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, c'est pour moi un plaisir d'être invité par vous. Le processus électoral en République démocratique du Congo, nous sommes en province du Nord Kivu, une province secouée par la guerre et du coup nous avons l'enrôlement des électeurs. Vous personnellement, comment voyez-vous ce processus avec la situation sécuritaire un peu volatile ici en province du Nord Kivu? Bon, d'abord, de prime abord, je voudrais saluer le travail fantastique, n'est-ce pas, que vous faites. Merci. Parce que vous savez, en démocratie, nous avons besoin de gens comme vous qui mettent à la disposition de la population les éléments de langage, les éléments d'analyse et comment évolue l'environnement politique et social. Certes, c'est vrai, nous sommes dans un processus politique déjà engagé. C'est depuis 2002, à l'événement de Sun City, nous avons une constitution, nous avons une troisième république. Et comme vous le savez, nous sommes en République démocratique du Congo. Et donc, qu'est-ce que la démocratie? C'est d'abord l'un des piliers de la démocratie, c'est la récurrence des élections. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de cycle électoraux. C'est très important en démocratie. Et deuxièmement, c'est que les élections nécessitent aussi la paix. Fort malheureusement, depuis 2002, d'ailleurs depuis l'avènement de la Troisième République, nous sommes dans une situation de quasi non-paix, mais ça n'empêche pas que la CENI tienne la barque et que depuis lors, nous sommes maintenant au 4e round électoral. Et comme vous le savez, nous avons connu une alternance démocratique, nonobstant l'instabilité politico-sécuritaire. Qu'à cela ne tienne, nous sommes dans une situation tout à fait particulière parce que une partie de la province, disons une partie de la République, est occupée par les forces d'agression et avec toutes ses corollaires humanitaires. Donc voilà, nous avons des camps autour de nous et la grande question qu'on est en train de se poser de savoir, est-ce que nous allons aller aux élections avec une partie du territoire occupée par les forces étrangères? C'est ainsi que vous avez suivi avec intérêt non seulement une préoccupation mais une suggestion du chef de l'État, celle de savoir le calendrier risque d'être bousculé du fait de la guerre nous imposée. Donc je crois que cette question a provoqué une grande polémique, mais c'est une question qui doit être renvoyée vers un débat public et démocratique pour qu'enfin nous ayons dans le cadre d'un consensus, parce que la démocratie c'est aussi le consensus, le compromis, pour qu'enfin on atterrisse au 4e round sans embâche. Parce que de par certains opposants qui pensent que le président Félix Tshisekedi veut donc se servir de cette guerre, n'est-ce pas, pour un glissement. Non, mais c'est de la mauvaise foi. Encore une fois, c'est de la politique politicienne. Vous savez, le chef de l'État a reçu le pouvoir, il a reçu la situation insécuritaire en héritage. La tendance est de penser que le M23 a été neutralisé pour du bon. Ce n'est pas le cas. Le M23 a conclu des accords avec les autorités d'alors. Et le président, après avoir hérité la situation, on a voulu lui imposer cette feuille de route, ce fameux accord avec le gouvernement. Malheureusement, cet accord était greffé de beaucoup d'imperfections, notamment des questions de souveraineté, les questions vraiment qui touchaient à l'identité nationale. Le chef de l'État ne s'est pas senti concerné par ces accords-là. Il n'a pas voulu respecter scrupuleusement. C'est ainsi que vous avez vu le Rwanda revenir à charge, nonobstant les concessions qui ont été faites au profit du Rwanda. Et donc, le président a trouvé cette situation. Il est en train de voir comment résorber cette crise une fois pour toutes. Vous êtes témoin, vous suivez comment le président s'acharne diplomatiquement, militairement, à tous les niveaux pour que... Donc, c'est vraiment malhonnête de le servir de bouc émissaire devant cette situation, devant cette impasse. Bien au contraire, nous pensons qu'il faut que la classe politique soit mobilisée, sensibilisée et soit de bonne foi.
Si on parle de l'enrôlement au Nord Kivu, vous êtes un politicien averti, vous analysez objectivement les choses. Dites-nous, quelles sont les erreurs jusque-là que vous avez, n'est-ce pas, épinglées dans ce processus jusque-là? Monsieur le journaliste, vous posez une très bonne question parce que j'en suis très préoccupé. D'ailleurs, moi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore enrôlé. Parce que je me dis, en tant qu'acteur politique, pourquoi j'irais me précipiter à l'enrôlement alors que mes électeurs ne sont pas encore enrôlés? Et donc, j'en suis très préoccupé. Nous sommes dans un cycle un peu particulier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je partage le scepticisme, la déception de la population. Tout est fait comme si on ne voulait pas enrôler à Goma. Vous imaginez, la première chose, c'est la logistique. Selon les agents de la CENI que nous rencontrons, les machines tombent en panne à tout moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Les machines tombent en panne à tout moment. Donc, c'est un problème logistique. Deuxièmement, un problème d'ordre organisationnel. Vous voyez, quand vous arrivez dans les centres d'enrôlement, il y a un petit désordre organisé. Et troisièmement, vous avez les monnayages. Donc, la corruption, les monnayages aussi au vu de tout le monde. Et je pris langue avec le responsable de la CENI Nord Kivu. Malheureusement, il m'a répondu avec une très grande désinvolture. Arrogance. Je lui ai dit, monsieur, ce processus-là appartient au peuple congolais. Donc vous n'avez pas la latitude de mettre ça dans votre poche et de penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, le moment venu, nous devons trouver donc un coupable et c'est coupable d'être sanctionné. En province du Nord Kivu, je crois que c'est le responsable de l'exécutif, du secrétariat provincial qui doit répondre de tous ces dysfonctionnements. Parce qu'il faut le dire, après 30 jours, 22% déjà de la population enrôlée, n'est-ce pas un échec pour ce processus? Mais non, mais effectivement, je partage ton scepticisme, parce que le Nord Kivu, qui est peut-être de manière équivalente à Kinshasa. Donc à Kinshasa, on attendait enrôler 4 600 000 électeurs. Et pour les Nord Kivu, on devait être aux environs de 4 millions. Mais quand vous voyez la répartition des centres d'enrôlement, il y a un déséquilibre total. Alors, ce sont des pertinentes questions. J'ai posé des questions, ce genre de préoccupations à nos députés qui sont à Kinshasa pour aller rencontrer les autorités de la CENI pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un complot contre le Nord Kivu. Vous savez que nous sommes fiers, nous les Nord Kivu, d'être représentés à hauteur de 10% de l'échiquier national. Donc, après la ville-province de Kinshasa, c'est le Nord Kivu. Et pour nous, nous pensons que nous pouvons nous servir de ce poids politique à Kinshasa pour faire valoir les intérêts de la province du Nord Kivu. Mais nous avons aujourd'hui l'impression qu'il y a une sorte de complot concocté quelque part pour réduire le poids politique, la représentativité du Nord Kivu au sein de l'Assemblée nationale. Donc, moi, en toute sincérité, je pose le problème sur la table et je voudrais qu'on en parle, qu'on trouve des réponses quant à ceux. Ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être de quitter les territoires occupés par la rébellion du M23, quand vous prenez langue avec, n'est-ce pas, les responsables de la CENI, est-ce qu'ils promettent au moins enrôler ces personnes? Parce que peut-être la rébellion finira tôt ou tard et ces gens ne seront plus congolais ou bien n'auront plus les droits de voter. Bon, je partage encore une fois ta préoccupation. Vous savez, Rutshuru c'est chez moi, Rumangabo, les colliers là-bas c'est chez moi. Je suis préoccupé au plus haut point. Donc rassurez-vous que c'est une question qui me préoccupe. Parce que ma famille, mes grands-mères, mes tantes m'appellent chaque jour pour savoir quel sera leur sort. Mais évidemment, je ne peux pas jeter ces dévolus sur la CENI. La CENI n'a pas mené l'agression. Plutôt, il faut dire que nous sommes en partenariat avec la CENI. Nous réfléchissons ensemble avec la CENI pour voir dans quelles voies et moyens nous pouvons enrôler les gens à Rutshuru. Mais foncièrement d'abord, il y a eu une solution intermédiaire. C'est qu'on a installé des camps, des centres d'enrôlement pour les déplacer. En vue de résoudre le problème tant soit peu. Mais fondamentalement, le problème n'est pas résolu. Et donc, la CENI, par la bouche de ses hauts fonctionnaires, ont suggéré l'idée selon laquelle on va garder, pour les cas du Nord Kivu, de Massissi, du Nirago, on va garder le nombre de sièges, quitte à voir le moment où l'occasion sera favorable, aller enrôler donc ces Congolais-là. Donc, je leur dis à mes compatriotes de garder leur mal à patience, d'être patients. Je comprends leur désarroi. Certes, je comprends leur désarroi, mais nous sommes devant un cas de force majeure. Nous avons une guerre qui nous est imposée. Et ne vous en faites pas, le gouvernement fait des pressions à la communauté internationale. Parce que vous savez, nous avons gagné laborieusement ce processus démocratique. Vous vous souvenez, c'est depuis 90.
qu'on est entré dans une phase de transition pour aboutir à cette situation de démocratie. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons vraiment tergiverser à remettre en cause la légitimité des autorités. Parce qu'aujourd'hui, les ennemis de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le M23 et le Rwanda et alliés, mais guettent une opportunité, enfin, que les autorités de la République soient illégitimes. Et donc, le jour où Félix-Antoine Tshisekedi est illégitime, vous allez écouter les sons de cloche d'M23. Il faut changer de registre, comme pour dire, bon voilà, nous voulons des responsables élus démocratiquement. Et donc c'est un piège qu'on est en train de nous tendre. Le gouvernement est résolument engagé, n'est-ce pas, à donner une solution idoine. J'ai posé cette question personnellement au président du Sénat. Hein, vous savez, c'est l'autorité morale de la FDC. Il m'a rassuré sereinement qu'il y a des solutions qui sont envisagées pour la situation de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Donc je demande à la population de prendre leur mal à la patience. Personne ne veut que cette situation d'insécurité persiste au Nord Kivu. Et si on arrivait à cette période en décembre et que la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, favoriserez-vous aussi ces glissements qui n'est pas voulu par le président de la République? Bon, moi j'ai d'abord... Ou bien il faut organiser les élections, parce qu'il y a au moins, ne vous en faites pas, il y a des gens qui disent tout le cycle électoral, il y avait toujours des guerres. C'est pas aujourd'hui seulement qu'il ne faut pas aller aux élections parce qu'il y a la guerre. Moi je suis, comme je vous ai dit tantôt, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut protéger notre jeune démocratie. Il faut vraiment la protéger contre ce que j'ai pu qualifier de les intempéries. Et les intempéries, c'est tout ce que nous avons autour de nous, cette instabilité, cette guerre qui nous est imposée. C'est vrai, c'est un nain gordien. N'oubliez pas ça, c'est un nain gordien. La question est de savoir, est-ce que nous allons aux élections en laissant une partie du territoire en stand-by? Est-ce qu'on va vers les glissements? Parce que les glissements, c'est un saut vers l'inconnu. C'est un saut vers l'inconnu. Vous avez vu comment le pouvoir de Kabila a chaviré par l'effet d'avoir glissé. Et donc, nous, à notre niveau, nous ne pensons pas l'opportunité d'un quelconque glissement. Voilà. Et nous n'allons pas attirer... Vous voulez respecter... Nous voulons respecter... Je vous ai dit que la récurrence de la démocratie, la récurrence des cycles électoraux est l'un des piliers de la démocratie. Ça, c'est très, très important. Mais néanmoins aussi, l'un des autres piliers de la démocratie, c'est la présence des groupes armés et des forces étrangères. Ah, ça, c'est un autre défi. Je sais que tu vas relancer la question, mais est-il que nous sommes devant un nœud gordien? Moi, j'en appelle à un compromis politique. Ah, voilà. Donc, je suis sûr que les opposants sont titillés de gauche à droite, mais j'estime que le moment venu, nous aurons un cadre de concertation. Un dialogue encore. Pas un dialogue au sens... Quand vous parlez cadre, vous parlez de quoi exactement? Je voudrais qu'il y ait une sorte de... que le chef de l'État consulte la classe politique. Vous savez, nous ne pouvons pas se prévaloir de décider au nom de tous les Congolais, bien que nous avons la majorité. Moi, je suis un démocrate, je crois que nous pouvons écouter l'avis, non seulement des opposants, mais aussi l'avis d'une sorte de société civile. Mais vous savez au moins à quoi débouchent toutes les consultations organisées au pays? Non, il y aura pas partage, sans parler, partage du pouvoir horizontal ou vertical. Au détriment de la population. Non, il n'y aura pas ça, mais nous pensons qu'on va consulter pour qu'il y ait de la sérénité. Pour qu'il y ait de la sérénité, pour qu'il y ait un compromis consensuel. Ça, moi je suis défait et j'attends ça. Mais une autre alternative qui nous attend, le temps presse, les calendriers avancent, c'est la loi fixant la répartition des sièges. Et donc, il y a une rentrée parlementaire, c'est une question qui sera à la table, mais vous savez, le droit, la loi, on peut bien la remodeler de manière à trouver une solution consensuelle. Donc, on va aller dans les hypothèses selon lesquelles Rutshuru, Masisi et Nyiragongo vont maintenir leur nombre de sièges. Les autres entités on va aller vers les élections. Et comme ça ne frustre personne. Ça ne frustre personne. Et le moment venu, j'attends que ce soit écourté, que ce moment soit écourté. Nous allons aller aux élections à Rutshuru, à Masisi et ailleurs. Mais je vous dis sincèrement, ne bousculons pas la ruche. La démocratie congolaise est assise sur un trépied fragile. Oui. Comme on parle du processus électoral, nous tendons, c'est vrai, vers peut-être à la fin de cette émission, comme on parle du processus électoral,
Il y a des gens qui pensent que l'Union sacrée n'a pas un bilan à présenter. Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections? Avec quel bilan? Bon, écoute, vous savez, une bouteille à moitié vide est aussi à moitié pleine. Quand vous construisez une maison, vous prenez le temps de creuser une fondation. Et pour ce qui est le nôtre, le premier mandat de Fathi était le mandat où on devait préparer le socle sur lequel on doit bâtir l'immeuble qui s'appelle la République démocratique du Congo. Certes, ça ne se voit pas peut-être aux yeux, ça ne saute pas aux yeux, mais moi je pense que nous avons la chance d'avoir un président hyperbément volontariste. Et je peux vous faire savoir qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, nous avons une très grande opportunité politique. C'est que nous avons notre champion, le chef de l'État, qui fait la guerre à notre adversaire, à notre ennemi. Et donc, ne nous trompons pas d'adversaire. L'adversaire de la République démocratique du Congo, son ennemi depuis il y a 30 ans, c'est le régime ethno-fasciste de Kigali. Et vous voyez comment le président combat cet ennemi commun avec brio. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi nous devrions tirer sur celui qui fait la guerre pour nous. Et donc, sur le plan sémantique... Et donc, c'est un bilan aussi à présenter. Non, écoute, il est à la tâche. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on les sortirait de là. Moi, écoute, je vous dis que l'opposition n'a pas un contenu idéologique, ni des projets de société. Mais nous avons un travail que nous avons entamé. La sécurisation du pays et la relance de l'économie. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Mais je vais revenir sur une vidéo de l'autorité morale lorsque il allait se faire enrôler au site Kivu. Lui qui déclare que nous savons que jusque-là nous n'avons rien fait. De quoi il s'est reproché Bahati Lukwebo dans cette vidéo? Bon, il faut nuancer, hein, il faut nuancer. Rien fait, c'est avec beaucoup de modestie. Hein, c'est un discours politique. Vous avez suivi? Oui, j'avais suivi avec intérêt. C'est avec beaucoup de modestie. C'est pour vous dire que la tâche est immense. Donnez-nous la chance. Il a dit que c'est le temps de travailler pour la population. Voilà. Donc avant, il ne travaille pas pour la population. Non, la tâche est immense, n'est-ce pas? Et c'est un discours vraiment plein de modestie pour dire, bon voilà, on n'a encore rien fait, on a beaucoup de choses à faire, continuez à nous donner confiance. Et moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'alternative crédible à l'Union sacrée aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Donc les opposants vont venir, comme disait Mobutu, votengai na kosala boye, votengai na kobungisa la keza la boye, ezali makambo ya lokuta. Donc la seule machine crédible, fiable aujourd'hui, c'est l'Union sacrée derrière la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je voudrais être réaliste. Oui, en tant que, n'est-ce pas, politicien, analyste, vous avez, n'est-ce pas, donné des analyses par rapport à ces processus d'enrôlement. Pour finir, quelles sont les recommandations auprès de la CENI au niveau du Nord Kivu pour que, au moins, une bonne partie de la population soit enrôlée? Bon, d'abord, je vais demander à ce que l'on puisse, une fois encore, prolonger les temps équivalente à ce qu'on avait fait, n'est-ce pas? Équivalent à ce qu'on avait fait à Kinshasa. Donc, on a rallongé de 2 semaines. Après, on va évaluer. Il faut laisser autant que possible permettre aux Gomatraciens, au Nord Kivu, de se faire enrôler. Ça serait catastrophique et chaotique de laisser les gens derrière nous. Et pour le monnayage? Et pour le monnayage, je voudrais bien qu'on puisse sanctionner, que la justice puisse s'intéresser sur la question. Il faut bien qu'il y ait d'abord une enquête interne au sein de la CENI, parce que c'est vraiment noircir, sinon amener un ombrage sur la crédibilité de la CENI. Il faut qu'il y ait une enquête sérieuse à l'interne. Il faut que la justice s'y intéresse. Il faut bien qu'il y ait un coupable. Et moi, je voudrais bien que le secrétaire exécutif provincial de la CENI en réponde, parce qu'il est l'interlocuteur provincial de la CENI. Le moment venu, il doit en répondre. Pour tout ce que j'attends des institutions, que la CENI ait les moyens de faire son travail et qu'il le fasse avec diligence. Pour la population, suivons de près, ne vous découragez pas, allez vous faire enrôler. Nous allons faire un plaidoyer pour qu'on puisse rallonger. Mais de grâce, allez vous faire enrôler parce que là, c'est une bonne occasion de sanctionner, sinon de renouveler la classe politique. Ernest Sengoma, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaise pour la première fois, n'est-ce pas? Non, mais c'est pour moi un plaisir partagé. C'est pourquoi je dis je vous encourage pour le travail qui est le vôtre. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine avec un autre numéro. Portez-vous bien.